continue le portrait de... Juste peut-être rebondir sur ce que vous voulez dire. Ce dont vous parliez, c'était vraiment la littératie en santé. On en parle beaucoup en ce moment. Moi, je travaille pas mal dessus. Et bon, c'est inscrit dans les programmes, dans les politiques, il faut que ce soit mis dans les politiques éducatives, dans les politiques de santé. On en parle, mais après, je rejoins peut-être un petit peu ce que disait Andrew. C'est l'éducation, des compétences de littératie. Ça ne pas qu'il faut qu'il y ait aussi un environnement favorable. Que tant qu'il n'y a pas cet environnement qui permet d'exercer ces compétences, on va dire que de bien comprendre l'information en santé, ça ne va pas être ça pour ça que les gens ne prennent pas soin d'eux. C'est d'autres problématiques. Et moi, j'interviens après, je suis 100% d'accord avec tout ce que vous venez de dire, Andrew. Pour moi, vous avez tout dit, j'ai pas grand-chose à rajouter, et que tant qu'il n'y a pas, ça me rappelait, il y a longtemps, on disait qu'1 euro mis dans la réduction des inégalités de revenus a un meilleur impact sur la santé qu'1 euro mis dans la santé. Et ça, tant qu'on l'a pas, on le fait pas vraiment, on n'arrive à pas grand-chose, et on est un peu peut-être frustré dans la santé, comme acteur de santé, parce qu'on n'arrive pas à nos objectifs. Donc moi, je vais vous parler avec une double casquette, à la fois d'acteur de santé publique, puisque je travaille dans les dépistages organisés, et aussi une casquette de chercheur, puisque je travaille aussi en parallèle, et j'ai fait des travaux de recherche sur les inégalités sociales de santé, et c'est surtout de ça dont je vais vous parler, plus que d'éthique, c'est les inégalités sociales de santé, et comment on fait dans nos programmes de dépistage. Comme on l'a dit, on sait que ces programmes ils bénéficient davantage aux populations plus favorisées, on a des données, on a de la littérature là-dessus, voire même que, je me souviens d'une étude aux Pays-Bas disait que la mise en place de ces programmes creuse les inégalités de santé. Et alors c'est des programmes par essence universalistes, puisque toute population concernée par les dépistages est invitée à le faire. Sauf, c'est presque un petit peu compliqué, sauf les populations qui n'ont pas de sécurité sociale. Ça, c'est un problème qu'on rencontre sur le terrain. À l'inverse, il y a un nouveau programme qui est apparu il y a quelques années sur le dépistage du cancer du col, qui lui ne s'adresse qu'aux femmes non à jour. Et les autres ont dit que ça fonctionne bien, on ne va pas les inviter, on invite que les femmes en retard de leur dépistage. Mais pour vous, les premières données évaluatives montreraient que ça tend à réduire les inégalités sociales de santé. C'était une petite introduction. Et donc on a bien sûr, on sait ça, donc dans tous nos programmes, un des objectifs, une des priorités, que ce soit par le national, le régional, c'est de réduire les inégalités sociales d'accès au recours au dépistage organisé. Donc on a dans tous nos départements des chargés de prévention qui sont censés animer sur le terrain des actions en direction de ces publics plus vulnérables, défavorisés, on pourra revenir sur cette définition. Et concrètement, qui sont visés, on vise les quartiers en politique de la ville et on vise on va dire les populations précaires, les foyers de migrants, les résidences sociales, on travaille avec les associations, Emmaüs, etc. Qu'est-ce qui remonte du terrain? C'est quoi les difficultés? C'est quand, je pense que je reprends un petit peu ce qu'a dit Andrew, c'est quand il y a d'autres urgences, bien sûr, si la personne elle a d'autres chats à fouetter que de s'occuper de sa santé, voire même ça aurait des conséquences peut-être graves, c'est-à-dire que si on dépiste un cancer, qui va s'occuper des enfants? Enfin, je ne serais pas là si je suis une femme seule. Ça pose d'autres problèmes peut-être éthiques, de dire on propose un dépistage, mais ça va générer des difficultés à la personne. Qu'est-ce qu'on propose aussi? Le dépistage, le cancer, ça fait peur, on a du mal à mobiliser les populations pour participer à des ateliers sur le dépistage des cancers, etc. Ça fait peur, c'est peu mobilisateur. Aussi, il faut qu'on soit, des fois on est sur des endroits où il n'y a pas d'offre de dépistage, donc qu'est-ce qu'on apporte comme solution à ces populations? Et je dirais aussi, je vous le dis, les personnes, quand on travaille auprès des publics plus fragilisés, on a des personnes sans sécurité sociale, on ne peut pas leur permettre un dépistage gratuit. Voilà, bon, c'est une sorte de toutes ces difficultés, et voilà, je dirais que la question n'est pas tant est-ce qu'il faut cibler ou pas cibler. Oui, il faut cibler, si on ne ciblerait pas, ce serait pour moi pas éthique. On doit cibler les populations à l'écart des programmes de soins, mais la question c'est comment on fait, une fois qu'on les a ciblés, comment on travaille avec eux,
Et bon, ça va rejoindre un petit peu ce que disait Andrew, c'est comment on peut aborder ce sujet de prévention de manière pertinente, utile, qui répond vraiment aux besoins des gens, et par là adopter une démarche éthique en santé publique. Alors pour ça, je vais revenir un petit peu sur des travaux que j'avais fait en 2016 sur, c'est un travail de recherche financé par l'ARS, où il s'agissait de capitaliser une série de diagnostics locaux qui avaient été faits en Île-de-France, 50 villes étudiées, sur le recours au dépistage du cancer du sein, en fonction des contextes territoriaux. Donc c'est des diagnostics très fins, on a vu voir ce qui se passait, et c'était des étudiants qui nous laissaient en partenariat avec des élus, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des acteurs de santé. Ça c'est une démarche intéressante, je pense qu'on pourra peut-être en reparler pour voir comment on peut agir. Et donc ils ont essayé de voir quelle était l'influence du contexte de résidence, alors social, mais pas seulement, urbain, territoire, qu'est-ce qu'il a comme ressources, l'influence de l'engagement local en santé, des politiques, que ce soit la démarche atelier santé-ville, des contrats locaux de santé, etc., voire plus largement l'engagement de la politique de la ville sur ces quartiers et comment ça a influencé sur le recours au dépistage. Et donc moi j'ai capitalisé un petit peu toute cette matière d'observation, et ce qui en est ressorti, c'est que, alors peut-être je vais mettre un petit PowerPoint. Il faudrait rentrer le mot de passe qui est juste écrit. Oui. Bon, comme ça je continue. Merci. Ce qui est sorti, c'est que les actions ciblées sur ces quartiers, donc de la ville, ils fonctionnent, c'est-à-dire que ça apporte des résultats en termes de participation au dépistage et de réduction des inégalités sociales, lorsqu'il y a deux conditions réunies. Quand il y a une convergence de ces actions avec d'autres actions menées par la politique de la ville, que ce soit le réaménagement urbain, des politiques de soutien à l'animation sociale, etc. Et une deuxième condition pour que ça marche, c'est que ces actions elles soient menées accompagnées par les partenaires sur le terrain, et mieux encore quand les populations participent à ces actions. Donc ça, on a un petit peu la preuve sur nos données que c'était des contextes favorables. Je peux aller voir la suivante. Et par contre, dans une moitié de nos quartiers étudiés, sur 33, l'action publique ne marche pas. C'est-à-dire qu'on est sur des quartiers identifiés par la politique de la ville, donc défavorisés, on a des indicateurs épidémiologiques mauvais, socio-économiques mauvais, et il n'y a pas d'actions qui sont menées. Et ça nous interrogeait. Ils sont censés normalement avoir des actions en plus sur ces quartiers, et il n'y avait pas grand-chose. Et quand on regardait le type de quartier que c'était, ils répondaient toujours à un même profil. C'était on va dire, des petits quartiers, soit enclavés, soit en périphérie, de petite taille, sans ressources, pas de vie de quartier, pas d'identité de quartier, pas de ressources médicales, associatives, etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est dur d'agir sur ces quartiers. On n'a pas, pour agir dans un quartier, on a besoin au moins on a besoin d'interlocuteurs, des habitants un petit peu organisés socialement, pour pouvoir que les élus puissent parler avec eux, pour que les acteurs de la prévention puissent entrer, c'est la porte d'entrée vers ces publics. Et du coup, ils n'ont pas ces ressources-là, enfin, il n'y a pas de tissu associatif très développé. En plus, c'est des quartiers, ils sont un peu éloignés, c'est une petite population, c'est moins de bénéfices attendus, etc. Donc du coup, on n'agit pas beaucoup sur ces quartiers, que ce soit la politique de la ville ou plus large, qui touche à l'urbain, le social, l'économique, l'éducation, etc. Ou nos actions de promotion des dépistages. Donc ce que ça soulignait, c'est que c'est un petit peu ce que je résume par ce schéma, c'était l'avantage il va à l'avantage, parce qu'une fois qu'on agit dans les quartiers, les quartiers populaires, où on a vraiment une action sur l'urbain, sur le social, sur la santé, avec des ateliers santé-ville, on avait de bons résultats en termes de participation idéaux, parce qu'au préalable, on a des conditions de vie améliorées par les grands programmes de rénovation urbaine, des logements rénovés. Donc là, peut-être on peut commencer la délinquance dans le quartier qui a été au moins traitée. On peut commencer à parler de prévention. Avant, parler de prévention, tant qu'on a un logement insalubre, des problèmes d'insécurité, ce ne sera pas une priorité. Donc, et aussi, ça permet, via ces programmes de la ville,
d'avoir des relais locaux. On met en place des centres sociaux, on soutient les associations. Du coup, après, on a des partenaires, nous, en tant que promoteurs du dépistage, pour monter nos actions. On ne fait jamais seul. Donc, c'était, dans ces travaux, de montrer un petit peu l'iniquité de l'action publique, où on tend toujours à agir vers les mêmes quartiers, et il ne se passe rien dans cette autre. Et pourquoi? Parce que c'est difficile, parce que c'est des stratégies de long terme. C'est-à-dire que d'abord, avant d'agir, il faut qu'on, en tout cas du point de vue de la santé, point de vue compartimenté, il faut qu'on ait des relais. Donc il faut avant des politiques que les élus, les politiques de la ville se mobilisent pour créer ce vivier de ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Or, souvent, la politique locale de santé, elle n'a pas les moyens à la hauteur de ces enjeux, et on est sur des types de dispositifs d'appel à projets contractuels. Les ASV-CLS, c'est que des contrats renouvelés. Du coup, ils ont besoin d'objectifs de court terme, et on va se baser sur des indicateurs qui ne seront pas très efficaces si on agit sur ces quartiers, donc on va prendre plutôt les quartiers plus faciles. Donc ça, c'était pour souligner qu'il y a peut-être pas que la question sociale aussi dans nos ciblages, puisque la politique de la ville, elle cible les quartiers où les revenus, c'est le seul critère, c'est le critère de revenus. C'est dire que s'il y a d'autres ressources sur un territoire qui vont être plus ou moins favorables à la santé, c'est le contexte de vie, est-ce qu'il y a une offre de soins de proximité, est-ce qu'on est dans un quartier qui est enclavé, pas enclavé, qui nous permettent de bénéficier de tous les services de la ville, etc. Donc ça, c'était le point que je voulais montrer par ces travaux. Et je reviens, qu'est-ce que ça... Ah oui, un dernier point aussi, c'est qu'on a aussi pu observer, via ces diagnostics très fins, l'existence de poches de précarité qui ne sont pas identifiées par la politique de la ville. Donc qui sortent, pourquoi? Pour deux cas de figure. Soit on est dans des quartiers qui sont en voie de gentrification, avec une forte mixité sociale. Du coup, comme on est sur des indicateurs moyens à l'IRIS, on ne voit pas ces petits îlots de pauvreté. Du coup, ils ne sont pas dans la cible des acteurs politiques ou de la prévention. Autre situation, c'est des quartiers qui se paupérisent, souvent en périphérie de ces quartiers en politique de la ville, mais qui ne sont pas assez pauvres pour rentrer dans le dispositif. Et du coup, moins de moyens mis en place. Donc je voudrais dire quand même que la politique de la ville et nos actions ciblées sont quand même intéressantes, un levier important, c'est notre levier parce que ça a permis de réduire les inégalités sociales entre certains quartiers en politique de la ville et les autres quartiers de la ville, mais ça tend à accentuer, on va dire, les inégalités entre quartiers sensibles, prioritaires. Alors, qu'est-ce que ça démontre, ces diagnostics locaux? C'est qu'on a besoin d'avoir ces diagnostics à échelle fine, parce qu'il se passe sur le territoire, pour faire remonter aussi les besoins des habitants. Ça se fait de manière partagée, et aussi de le faire, là, dans une démarche, de partager avec les élus, pour qu'on trouve ensemble les solutions. Qu'est-ce qu'on peut apporter sur ces quartiers? Parce que, voilà, ce qui est après, on a besoin, pour monter une action de partenaires, on a besoin d'une politique plus globale, sociale, urbaine, pour pouvoir parler de prévention. Et ce qui ressortait aussi, on y reviendra, c'est que dès que des actions qui impliquaient les habitants, c'était celles qui avaient porté le mieux leurs fruits. Enfin, on a pu l'évaluer, ça, en termes de participation au dépistage, parce qu'elles étaient bien faites, ajustées au contexte de vie, dans les lieux que fréquentent les gens, avec les bons messages. Et aussi, on a, quand on fait des ambassadeurs du dépistage, il y a un effet rebond où après, elles vont continuer à promouvoir le dépistage auprès de leur réseau. Donc moi maintenant la question je reviens maintenant du côté acteur du dépistage organisé, comment on fait, quel principe on peut avoir pour conduire des actions ciblant les inégalités sociales et territoriales de santé et qui soient pertinentes. Et du coup, quand je suis arrivée dans la structure, on a commencé avec donc je travaille au début sur le nouveau programme de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. On a travaillé avec les chargés de prévention, les médecins, et on s'est dit, bon, on va se mettre une charte de bonnes pratiques
pour agir en santé publique, quels sont les prérequis pour monter une action pertinente en santé publique. Donc voilà, on a fait ce petit schéma, c'est suite à un travail, un atelier ensemble, où on se posait des questions avec, voilà, on a nos obligations de résultat, on a des obligations de santé publique. Bon, nous, on n'a pas posé la question est-ce que c'est bien ou pas bien le dépistage, on suit des recommandations validées scientifiquement, qui sont, les programmes ils sont évalués de manière récurrente, et quand il y a un changement, par exemple on dit qu'il faut changer de test, on applique, voilà, des recommandations, mais validées scientifiquement. Après, de besoin, c'est bien sûr cette priorisation. Voilà, ça redit un petit peu tout ce qu'on a dit, prioriser les besoins en fonction des situations personnelles. On ne s'intéresse pas juste à dépister une fois, c'est pas intéressant, c'est un suivi, c'est dépister tous les 2 ans pour le colorectal et le sein, c'est tous les 3 ou 5 ans pour le cancer du col, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est réancrer les gens dans un parcours de soins. Et plus encore, c'est pas juste de dépister, c'est qu'est-ce qu'on fait après avec un test positif. On a eu des situations où on a mis un camion pour faire du dépistage du cancer du col, on a perdu les femmes et on avait des tests positifs. Donc là, on est, d'un point de vue éthique, on a dépisté et on n'a pas retrouvé les gens pour qu'il y ait la suite du dépistage. Donc, c'est ce que disait tout à l'heure en groupe, on a notre seul moyen, c'est de travailler en partenariat avec tous les autres acteurs de santé et sociomédicaux pour une prise en charge, comme vous dites, médico-psychosociale de la femme et assurer bien sûr la continuité du soin. Deuxième, on s'est aussi posé peut-être voilà, comment en termes d'efficacité stratégique, comment on peut agir. Il faut que le dépistage soit acceptable, donc forcément on revient, il faut qu'on sonde, on le fait avec les habitants et pas pour les habitants. Il faut qu'il y ait tous les acteurs qui soient, quand on monte une action, il faut que tous les professionnels soient au courant de nos actions, adhèrent, parce qu'on ne peut pas mettre les gens dos à dos. Si on propose un dépistage en bas de la porte, on ne veut pas que le médecin traitant ne soit pas au courant et que son patient ait été dépisté sans qu'il soit au courant. Ça ne marche pas. Donc on doit être très attentif aussi, bien sûr, à tout l'environnement local et aux professionnels de santé. Et on est bien aussi dans une perspective de, plus maintenant je ne parle pas au niveau de la personne, mais de la collectivité, qu'il y ait, nous tout seuls, avec un chargé de prévention par département, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut que ce soit les acteurs de la ville, de la collectivité qui s'engagent dans ce dépistage, en tout cas cette thématique de santé publique qui n'est qu'une parmi d'autres. Et notre objectif, c'est vraiment de créer, par ces CLS, introduire dans les CLS, que ce soit quelque chose où d'autres que nous vont travailler dessus. Et qu'on ait un peu cette idée que si on n'est pas là, ça se fait quand même. Qu'il y ait cette idée d'empowerment, mais collectif, pas seulement individuel. Et tout ça, ça se fait par des concertations. C'est beaucoup de travail, c'est le partenariat, concertation locale avec les partenaires pour monter des projets. Et dans les valeurs, voilà, on prenait les 4 valeurs qu'on s'était dit, l'éthique, bien sûr, respecter la personne et avoir aussi des solutions à proposer. Et l'équité, l'efficacité, l'efficience. Mais je vais peut-être m'arrêter là parce que ça peut être un peu long et on peut laisser place à la discussion. Merci beaucoup. Alors, est-ce que certaines personnes souhaitent rebondir, alors soit sur la dernière présentation, soit de manière générale sur l'ensemble de cette table ronde? Avant la première intervention, juste une information. Ce qui était évoqué là sur l'investissement, si vous ne l'avez pas déjà fait, lisez les petits bouquins de Richard Wilkinson et Kate Pickett sur l'égalité, les notions d'égalité et de santé. C'est 40 ans de boulot universitaire qui démontrent à quel point entre les inégalités sociales
et les inégalités sociales de santé ou les inégalités, voilà. Il y a une, enfin, je veux dire, c'est intimement lié. L'analyse de 140 pays avec des tableaux montre que de toute façon, plus les inégalités sociales vont se creuser, plus les inégalités de santé, mais vous prenez n'importe quel indicateur qui va des grossesses précoces adolescentes, au taux d'incarcération, au nombre de toxicomanes, à l'échec scolaire, enfin vous prenez n'importe quoi et vous le mettez sur la carte, les cartes se superposent. Voilà. Donc la question éthique que l'on peut se poser, c'est dans une société où là, les économistes, Piketty et toute la clique disent que depuis 40 ans en France, les inégalités sociales se creusent, eh bien, peut-il en être autrement que de voir se creuser les inégalités sociales de santé? Je veux dire, on aura beau mettre tout ce qu'on veut comme moyen dans le dépistage, la prévention, l'éducation pour la santé, tout ce que vous voulez, on n'arrivera pas à compenser le fait que les politiques générales creusent ces inégalités sociales plus vite et plus fort qu'on ne pourra jamais les remblayer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et juste pour rebondir, ça c'est politique, donc on ne peut pas faire grand-chose. Oui, non, mais il faut savoir, il faut en avoir conscience. Mais du coup, ce que je me dis, moi, c'est qu'au niveau local, comme on agit là, par contre, on peut peut-être mettre autour de la table les acteurs du territoire, l'élu, essayer de discuter pour mettre quelque chose de cohérent si on a identifié là ou tel endroit un problème de santé sur lequel on veut agir. Mais on sait qu'il ne sera pas tout seul, donc il faut qu'il y ait... Voilà, je pense que c'est une démarche... Oui, il n'y a pas de cynisme ou de défaitisme dans mon propos. Mais je préfère le dire. Parce qu'on agit tous les jours sur le terrain, parce que dans certains quartiers, on peut quand même, avec ces politiques qui ont été déployées là, enfin qui ont été expliquées, on peut bouger les lignes. Et on peut faire en sorte que la situation soit quand même moins lourde pour pas mal de gens. Mais en termes macro, c'est sûr que c'est du ciblage. Et là, nous-mêmes, alors est-ce que c'est éthique ou pas, on peut se poser la question, mais nous-mêmes, nous faisons, par exemple sur le Val-de-Marne, là en ce moment, on a vraiment le sentiment de faire des choses assez extraordinaires, excusez-moi mon manque de prétention, mais pour quelques centaines de personnes, alors que ça mériterait d'être fait pour quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers de personnes. Voilà, mais les moyens qu'on nous donne nous permettent de le faire pour quelques centaines de personnes, c'est déjà pas mal et on le fait, et on est tous dans cette logique-là. Oui, je voulais vous remercier pour votre présentation très intéressante. J'avais deux questions sur les quartiers à la marge, il n'y a pas du tout de ressources locales, pas d'association. Sur quoi est-ce que les élus peuvent s'appuyer pour construire quelque chose? Et puis la deuxième question, c'était est-ce que vous voyez un peu sur quelle coordination territoriale il peut y avoir? Est-ce qu'il existe des structures qui peuvent porter ça? Ou comment est-ce que ça pourrait être construit? Alors sur le premier point, comment on crée, quand on est sur des quartiers un peu, on va dire, inertes, il n'y a pas de vie de quartier, c'est vrai que c'est... Mais on peut peut-être trouver quand même, les élus, c'est les mieux placés pour, des collectifs d'habitants qui peuvent, ou alors peut-être aller avec les concierges, commencer à monter des points de discussion, et peut-être après ça va s'organiser socialement et soutenir après avec les moyens comme ils mettent sur d'autres quartiers, c'est-à-dire soutien aux assos, etc., financier. Mais peut-être d'abord, oui, aller sur le terrain et voir quel levier on a, que ce soit, ça peut peut-être passer par les bailleurs, par les gardiens d'immeubles, enfin. Mais il faut essayer de trouver la population. Moi, je pense que ça, c'est un grand enjeu de mobiliser des gens, mais bon, il y a quand même des collectifs d'habitants, de riverains qui existent. S'appuyer dessus. Et la deuxième question, au niveau de la coordination, à quelle échelle vous pensez? Parce que bon, il y a déjà au niveau de la ville, on parle des contrats locaux de santé, c'est quand même un espace pour parler santé avec différents partenaires institutionnels, locaux, professionnels de santé, etc. On travaille beaucoup avec les CPTS. C'est un petit peu notre horizon sur les prochaines années, qui vraiment, les professionnels sont très investis, ont envie de faire des choses, des projets. Donc nous, en ce moment, c'est un petit peu nos partenaires. Les CPTS,
des professionnels territorialisés de santé. Donc c'est des professionnels différents, médicaux, paramédicaux, c'est des territoires définis. Et après, donc, on monte un projet, on prend un financement de l'ARS qui finance ces projets. Et ça permet de monter, d'avoir des ressources financières et puis de eux se connaître, de pouvoir s'envoyer pour qu'il y ait une prise en charge un peu plus pertinente pour les habitants et leurs patients. Je me permets de compléter en quelques mots sur le décloisonnement. C'est vraiment le maître mot. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à dire à des travailleurs sociaux, que ce soit dans des assistantes sociales départementales ou communales, ou des animateurs dans les centres sociaux, dire vous êtes les acteurs du soin. Vous prenez soin des gens. Enfin, et donc c'est une démarche. C'est le premier maillon. Et ces personnes-là n'auront accès au système de santé que s'ils sont repérés et orientés. Le système de santé, à part quelques exceptions, ne va pas vers. Je veux dire, donc il faut que ce soit, pour que ces gens soient pris en charge par le système de santé, il faut qu'ils y soient invités, qu'ils y soient, voilà. Donc la participation dans toute cette démarche de soins et de santé en général implique tout le monde, y compris dans le monde du social, tous les gens qui travaillent dans le social. Donc s'appuie aussi sur tous ces MJC, ces centres sociaux, ces lieux d'accueil, tous les gens de la mairie. Et il faudrait que ces gens-là comprennent qu'ils ont un rôle à jouer dans le soin, enfin dans la santé en général. Et quand j'entends encore plus à la santé de ville importante dire la santé ne fait pas partie des prérogatives de la ville, mais quand même on fait des trucs. Je dis non, la santé, bien sûr que la santé c'est primordial dans toute votre action. Le jour où le responsable des espaces verts il comprendra qu'il œuvre énormément pour la santé, et physique et psychique, on aura fait un grand pas. C'est pas, décloisonner tout ça et faire en sorte que c'est vraiment, s'il y a un projet le plus collectif qui soit, c'est bien ça autour de ces questions de santé. Et il a dit, donc il y a aussi toute cette création des centres sociaux qu'on place dans les quartiers en difficulté. Voilà. Qui vont être des relais importants pour ces quartiers. On les a étouffés, on les a assommés. Il y a une question. Moi, j'aimerais faire un petit commentaire en fait, de ce que vous parlez en fait. Ça me fait penser à la charte d'Ottawa. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est que la charte d'Ottawa. En fait, elle repose sur 5 principes. La politique en santé, les environnements. Donc les environnements, c'est exactement ce que vous dites. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans le lieu, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc travailler sur l'environnement de vie, l'environnement de travail, l'environnement éducatif, l'environnement sportif, culturel, tout ça en fait, c'est de la santé. Travailler aussi en fait le partenariat, les compétences personnelles, donc avec et puis le partenariat en fait, le lien entre les uns et les autres. Et ça en fait, dans ce que vous marquez dans votre projet, en fait, toutes ces composantes y sont. Donc en général, les études le montrent, quand toutes ces composantes y sont, ça fonctionne. Ce qu'il y a, et la composante souvent la plus difficile, c'est le politique en fait. Parce que quel est le lien entre les uns et les autres, et comment on fait bouger, et comment on s'écoute les uns les autres, et comment on accepte nos différences. Et comment aussi le fait de laisser l'autre parler, c'est nous aussi perdre du pouvoir. Et il y en a qui ont beaucoup de mal en fait avec cette notion de je donne le pouvoir à la personne qui fait, et donc ça veut dire que moi on me dépossède de quelque chose. Et je pense que là-dessus il y a encore beaucoup de choses à faire, et qu'on a tous cette possibilité, parce que tout ce qu'on fait a un impact sur notre santé, et tout ce qui se passe, tout là où on vit a un impact sur notre santé. Quand on prend tous les déterminants de santé, tout le monde peut agir. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je vais prendre cette note, la France a signé cette charte. Oui. Et on va démarrer bientôt. On va démarrer. Là, c'était le tour de chauffe jusqu'à présent. Peut-être, je vais me permettre de poser la dernière question. Vous avez évoqué à plusieurs reprises dans vos 3 interventions le rôle des habitants, des populations ciblées. On connaît l'importance des savoirs expérientiels, on le redit. Dans la réalité, de ce que j'entends, peut-être moins dans les approches communautaires locales, mais même dans la présentation de Nicolas, ce que j'entends, c'est encore descendant, ou comment on va arriver à traduire les savoirs experts, les savoirs scientifiques, de manière à ce que les habitants se l'approprient, avec la difficulté d'avoir le retour des savoirs expérientiels. Quelle place hors des mots et des grands principes ils
ont ces erreurs expérientielles dans vos expériences? Alors peut-être l'exemple de Nicolas, c'est on les forme pour être un relais. Là, quand moi je parle d'actions qui ont fonctionné, c'était pas du tout on vous informe, c'est eux qui réfléchissent à on les accompagne. On a fait des projets aussi avec l'Institut Renaudot, qui nous a donné un petit peu les outils pour faire de la santé communautaire, mais on n'est pas, on les laisse organiser le message. Bien sûr, il ne faut pas dire, il faut que le message rentre en concordance avec nous, ce qu'on sait du dépistage et des cancers. Et on est là en appui, mais avec, voilà, ils vont faire leur propre brochure, avec leurs propres mots, leur propre langue, et c'est eux qui... Enfin, c'est pas pour moi, si elle est descendante, ça ne marche pas. C'est autre chose, peut-être la démarche de navigateur. Et par rapport au savoir expérientiel, je voudrais mentionner aussi l'émergence actuelle de centres de santé dits participatifs, mais qui sont des centres de santé communautaires en réalité, qui sont portés généralement par des acteurs associatifs, souvent des professionnels de santé qui veulent créer leur propre outil de travail, se mettre ensemble, travailler avec des durées de consultation qui conviennent à leurs ambitions professionnelles. Et dans ces centres de santé, le sujet, c'est justement faire participer les habitants, leur laisser une place, alors sinon dans la gouvernance du centre, au moins dans une instance qui permet de faire remonter les problèmes que les usagers rencontrent. Et de ce point de vue-là, il y a d'une certaine façon les groupes qui se créent. Moi, par exemple, j'ai été impliqué dans celui de Vaux-en-Velin, qui s'appelle Santé Commune, dans un quartier de Vaux-en-Velin. Les groupes d'habitants, en l'occurrence d'habitantes, se regroupent dans le centre autour de sujets qui sont très ouverts, par exemple bien-être, je sais pas, bouger ou recettes de cuisine, etc. Et qu'à partir de là, ce petit groupe peut se constituer et effectivement devenir après un lieu dans lequel mûrissent peut-être des sujets de santé, un partage de ressources. Le problème qui me semble exister, c'est de reconnecter avec justement des politiques de santé publique, par définition descendantes, un dépistage organisé et organisé, pas par en bas, par en haut, et du coup, les agendas ne correspondent pas nécessairement. Et là, je dirais que c'est plus un problème politique ou un problème de gouvernance, de définir la santé publique d'abord d'un point de vue d'État plutôt que d'un point de vue de communauté. Enfin, je pense que c'est aussi le sujet de la Charte d'Ottawa, c'est de dire que la santé n'est pas appropriée par un ministère ou un secteur particulier, mais un sujet qui doit être beaucoup plus partagé à la base. Pour développer ça, vous trouverez plein de choses sur la même expérience dans le nord de Paris, à Saint-Denis, avec les Francs-Moisins. La place, ça s'appelle la place santé. Vous pouvez les trucs, vous trouverez plein de choses. Et notamment, toute une réflexion sur la difficulté de maintenir ça avec les contraintes, parce qu'il faut rentrer dans les cases. Malgré tout, on peut avoir tout l'imaginaire qu'on veut, il faut rentrer dans les cases, sinon les robinets se ferment. Oui, c'est plus une réflexion et une difficulté de terrain que j'ai rencontrée. Moi, j'étais engagée pendant une dizaine d'années à TD Carmonde, donc on est dans les questions d'appropriation, de participation, etc. Donc j'étais dans la partie réseau santé. Et donc c'est un groupe avec ce qu'on appelle les militants, donc les personnes qui vivent en situation de pauvreté, qui choisissaient les thématiques, qui faisaient remonter les thématiques sur lesquelles on avait envie de travailler. Donc à un moment, on a beaucoup travaillé sur les déterminants de la santé. Donc il y a eu la parentalité, il y a eu l'alimentation sur laquelle on a travaillé plusieurs années, d'autres, j'en passe. Et très sensible au sujet prévention de dépistage, à chaque fois que j'ai voulu suggérer, proposer de travailler là-dessus, les militants, non, on ne veut pas entendre parler du dépistage. Donc l'expérience, la participation, ça doit venir des habitants, bon là, des militants associatifs. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc on n'a pas travaillé sur la prévention, sur le dépistage, mais c'est toute cette difficulté d'accompagner et en même temps de se dire bon, là on sait qu'en termes de santé publique il y a un vrai sujet et en même temps les personnes elles ne se l'approprient pas et elles ne veulent pas s'approprier.
peut-être juste par rapport à ça, parce que ça c'est une difficulté qu'on a tout le temps du dépistage, et on se dit qu'il faut qu'on change notre message, parce que finalement pour le cancer du col et le cancer colorectal, on est plus souvent en amont d'un cancer, on ne dépiste pas des cancers, on évite vraiment le cancer. Il faut qu'on rendre le message beaucoup plus positif, parce que dépister un cancer ça fait peur, mais là on évite, on est sur du pré-cancer, on va empêcher le développement vers un cancer. Donc c'est ça qu'il faut qu'on travaille aussi en termes de message. Mais là, il ne s'agissait pas de verticalité, de message à passer. On travaille, il y a des alliés, des experts sur les questions qui travaillent avec ces personnes en situation de pauvreté, et avec des échanges fournis, etc. Et ça bloque quand même. Alors pas tous, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas que dans ce que vous suggérez. Mais c'est une piste. Mais ça ne suffit pas à lever. Si je peux me permettre aussi, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé cet après-midi, alors que c'est quand même important dans le champ du dépistage des cancers, c'est qu'il y a aussi un savoir populaire ou une attitude assez fréquente qui consiste à dire si on cherche, on trouve. Et donc, en ne cherchant pas, d'une certaine façon, on évite un problème. Donc, c'est à réfléchir, mais d'une certaine façon, c'est pas si faux. C'est-à-dire que, notamment dans le cas du cancer du sein, l'efficacité du dépistage est tout à fait questionnable. Donc, moi, c'est pour ça que j'étais plus à l'aise pour parler du cancer colorectal. Je n'aurais pas du tout fait la même chose sur la question du cancer du sein, puisque son efficacité est tout à fait questionnable. Parce qu'il y a des faux positifs, parce que finalement ça évite assez peu ça réduit assez peu la mortalité. Il y a des personnes qui sont embêtées pour rien, qui sont embarquées dans un processus de biopsie, etc., surveillance, inquiétude, etc., inutilement. Et donc c'est un dépistage organisé qui est contestable aussi. Et du coup, moi j'aime bien Choose Wisely, c'est un programme canadien d'information basée sur des faits prouvés. Et ce programme canadien, par rapport à la question dois-je m'intéresser ou participer à un dépistage par mammographie du cancer du sein quand j'ai entre 50 et 74 ans et pas d'autres prédispositions, et les réponses que donne ce programme, c'est de dire en fait c'est tout à fait justifiable de ne pas y participer. Enfin, voilà, vous avez d'excellentes raisons de ne pas y participer, et c'est prouvé par la science que c'est légitime de ne pas y participer. Et puis à l'inversement, si vous pensez qu'il faut y participer, il y a des bonnes raisons d'y participer. Et quelque part, on est dans une situation où il y a plein d'attitudes différentes qui sont rationnelles, et il ne faudrait pas présenter le refus de s'intéresser au dépistage comme une attitude irrationnelle ou une sorte de résistance, etc. Donc là, vraiment, le dépistage, c'est... Alors, on touche aussi un problème de fréquent en santé publique, qui est que la justification à l'échelle populationnelle peut fonctionner, c'est-à-dire on peut avoir, par exemple sur le diagnostic du cancer colorectal, on a des assez bonnes raisons, du point de vue de santé publique, d'investir de l'argent dans un dépistage organisé, mais l'individu est tout à fait, peut avoir de très bonnes raisons de ne pas s'y prêter, sans être pour cela irrationnel. En fait, donc ce qui peut être justifié à l'échelle populationnelle peut ne pas se retrouver justifié à l'échelle de la décision individuelle ou communautaire. Et voilà. Donc peut-être que le dépistage du cancer, c'est aussi un tout petit bout de la lorgnette de la santé publique, même si c'est à son importance en termes quantitatifs et symboliques. D'un point de vue éthique, il y a aussi quelque chose qui me semble important, c'est que souvent, il faut d'abord déconstruire les représentations qu'ont des gens qui sont bloquantes par rapport à certains sujets. Mais il faut faire très attention, parce que on a souvent affaire à des populations issues d'une autre culture, et l'idée n'est pas de déconstruire leur culture pour dire que la nôtre elle est meilleure. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une vraie subtilité là, et la frontière des fois elle est ténue entre les deux, en disant en gros on va vous expliquer, enfin c'est une démarche un peu insupportable surtout en ce moment, mais on va vous expliquer parce que vous n'avez pas compris. Voilà. Mais non, parfois c'est juste que ce qu'on leur dit ne fait pas écho à leur propre culture, et de quel droit pourrions-nous déconstruire leur culture de référence qui fait que nos arguments ne portent pas.
Enfin, c'est très compliqué. Je pose la question, j'ai absolument pas la réponse. Mais juste après, il faut bien s'assurer que ça reste du choix, beaucoup là, sur la décision éclairée, etc. Je me dis, des gens n'ont pas le choix, ne le font pas parce qu'ils disent ça ou ça, c'est peut-être plus bénéfice. Non, ils n'ont pas les moyens, le temps. Et là, c'est un autre regard qu'il faut avoir aussi. Enfin, il faut en avoir conscience que c'est bien de ça. Enfin, le choix éclairé, tout ça, c'est intéressant, mais ça concerne aussi. Ça ne me concerne pas tout le monde. Moi, je vous rejoins. Le mot dépistage parfois peut faire peur parce que dépister chez des personnes qui ne sont pas de notre territoire, de notre culture, si le dépistage s'avère positif, il y a la crainte d'un rejet total. Hein. Donc ça, ils l'ont compris. Et ils ont peur et ils disent non tout de suite. Donc en fait, ce qui a bien fonctionné à l'hôpital public, c'est au début des années du sida, ils ont bien compris, ils ont mis en place des centres de dépistage anonymes et gratuits. Le mot anonyme et gratuit. Et ça a fonctionné. Les individus sont venus se faire dépister. Parce que vous avez la notion d'anonymat, donc vous n'êtes pas ciblé au niveau nominatif ou de votre culture, et c'est gratuit. Il y a le mot gratuit. Alors je me dis, bon, c'est autre chose. C'était vis-à-vis d'un virus identifié, le virus du VIH, de l'immunodéficience humaine. Mais on pourrait le faire, peut-être, vous voyez. Parce que quand c'est anonyme et quand c'est gratuit, on se dit... Là, c'est anonyme, hein, c'est oui, secret mais professionnel, ça reste... vous ne dites pas ces mots-là. Vous dites c'est un dépistage. Alors, ils disent, si je vais à un dépistage, et si ce dépistage s'avère positif, moi, je ne suis pas totalement du territoire, je n'ai peut-être pas tous mes papiers en règle. Est-ce que ce dépistage ne va pas me permettre de m'exclure un peu plus? Vous voyez le cheminement? C'est inconscient, mais un dépistage, ça fait peur aussi. Parce qu'un dépistage, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas toujours votre corps à l'instant T, et donc soit c'est bien, bon tant mieux, soit il y a un problème. Et ce problème, qui dit problème, dit soit dépenser de l'argent, soit après le rejet. Pour certains, un risque. Moi, c'est une réflexion que j'ai là-dessus. Si vous voulez entraîner une somme d'individus, il faut dire les mots anonyme, gratuit. C'est un peu des mots magiques. Encore une question, la dernière. Non, moi c'est juste j'ai beaucoup travaillé dans le SAMU social, des structures en fait, petits frères des pauvres, etc. Il faut quand même penser que la pyramide de Maslow, je repense à TD Carmonde en fait, leur besoin essentiel c'est de se manger, d'avoir un toit, d'avoir un endroit où dormir, la parentalité, la relation avec leurs enfants. Donc quand la personne de TD Carmonde me dit en fait leurs besoins à eux, c'est de l'alimentation et d'abord en fait la parentalité, évidemment que le dépistage ça vient après, ça vient rajouter, c'est exactement ce que vous dites, ça vient rajouter un problème. Eux ce qu'ils veulent aujourd'hui c'est la base. Malheureusement en fait on est à cette base de sécurité et pour faire de la santé, pour faire de la promotion de la santé, agissons sur ces bases de sécurité et en fait, c'est ce que vous devez voir chez la Sacré Solidarité tous les jours. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Là, vous parlez de quelques centaines de milliers de personnes, mais en fait, ça, c'est tout à fait valable, mot pour des millions de personnes qui sont dans des situations bien moins terribles. Évidemment, ils ne sont pas à la rue, mais leur vie, leur quotidien, d'aller bosser à 2 heures de chez eux parce qu'ils ne peuvent pas imaginer payer plus cher leur logement, s'occuper des enfants, la crainte de perdre la garde des enfants, la crainte de perdre leur logement. Enfin, tout ça fait que voilà, ils le vivent alors moins intensément que les gens du SAMU social ou de la TD Carmonde, mais ils le vivent et ça a le même impact sur leur vision de qu'est-ce qui me reste comme énergie pour aller dans des démarches de santé finalement. Voilà, donc c'est tout à fait pertinent. Je peux faire un petit mot, parce que dans nos discussions, là, il y a un peu cette opposition entre eux et nous. Hein, on parle de nous, et puis eux, ils sont... Bon, alors, je ne veux pas être donneur de ton, mais ça me marque un petit peu qu'on soit sur ce schéma, il y a nous et les autres,
Et ça me rappelle un peu justement un discours de l'Académie de médecine qui parlait pour une culture de prévention, et qui disait, un petit peu comme la dame tout à l'heure, puis des marges en fait. Et j'ai l'impression que ce schéma un peu, ou ce préjugé, c'est un obstacle en fait dans notre discussion. Et par rapport à la question des savoirs expérientiels, à Lyon, moi j'ai eu la chance d'assister à une co-formation organisée par ATD Carmont entre des soignants et des militants, des usagers, on va dire, des personnes qui ont connu la précarité. Et la question des représentations et des savoirs incorporés de comment on peut être discriminé par exemple dans un système de soins, comment est-ce qu'on peut se sentir pas bienvenu, comment est-ce qu'on peut se sentir rejeté, etc. Tout ça c'est des savoirs d'une certaine façon, en tout cas ça génère des savoirs qui sont des obstacles en fait dans la communication avec les soignants, et qu'il y a certains dispositifs qui permettent de comprendre comprendre ces préjugés, comprendre ces choses qui font barrière, mais ça suppose de passer du temps et peut-être d'entériner un peu qu'il y a eux et nous, et c'est un peu ce que fait dans les co-formations de l'ATD Carmont. Il y a cette idée de ne pas nier le fait qu'il y a 2 ou 3 catégories de personnes, et qu'avoir connu la rue, ça crée une expérience suffisamment singulière pour qu'elle ne puisse pas être assimilées à une autre expérience, hein. Elles sont bien distinctes, et en même temps on essaye d'avoir une méthodologie pour les croiser d'une façon à peu près sûre. Et voilà, il y a un travail à faire sur les savoirs expérientiels, justement, de formation mutuelle entre soignants et usagers. C'est intéressant parce que par rapport à ces co-formations, j'ai assisté à plusieurs, j'ai commencé à être formée à la co-formation. J'ai eu l'occasion d'en avoir une sur la santé avec des professionnels de santé, des travailleurs sociaux et des personnes en situation de pauvreté. Et on voyait selon les thématiques que parfois c'est les soignants et les autres, les travailleurs sociaux et personnes en situation de pauvreté, et puis parfois c'était les personnes en situation de pauvreté face aux professionnels, santé ou sociale. Donc on voit bien que c'est mouvant en fait. Et c'est très important aussi parce qu'effectivement, dans notre façon de parler, il y a un peu quelque chose de cet ordre-là, de eux et nous. Et du coup, ça fait penser à... C'est une réflexion, j'ai pas de réponse, mais la souveraineté, besoins primordiaux, oui, évidemment, mais c'est à aborder avec plus de complexité. C'est pas si simple parce qu'ils ont par exemple des demandes culturelles. Donc oui, ils n'ont pas de toit, etc. Mais moi je connais des militants qui vivaient à la rue et qui allaient dans les bibliothèques pour bouquiner. Et l'un n'empêche pas l'autre, enfin, même si évidemment c'est plus compliqué, etc. Puis ça dépend des envies de chacun, il y en a qui n'aiment pas lire, mais moi la pyramide, je suis pas très... oui, il y a des tendances. Et tant qu'on n'a pas de toit, on va avoir beaucoup de mal à structurer des choses dans sa vie sans toit. Mais on a des besoins qui peuvent fonctionner en même temps. Je m'exprime mal, mais... Après, on observe en tout cas beaucoup, c'est souvent cet effet de cumul de vulnérabilité. Quand on rentre dans la précarité, c'est qu'il y a eu ça, il y a eu ça, et ça, et ça. Et c'est là où on rentre. Donc, quand même... Non, mais c'est pour ça que je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de priorisation et d'hiérarchisation des difficultés, évidemment. Mais après, il y a des situations variables, qui sont moins dans l'extrême, qui font que c'est un peu compliqué de le dire de façon aussi, comment dire, caricaturale. Enfin, c'est une question de degré, la notion de cumul, elle est importante. Oui, c'est ce que questionnait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on entend par précarité, on peut être précaire à un moment donné aussi, enfin je pense que c'est pour moi comme la vulnérabilité, on est au chômage à un moment, mais pour le coup on est en situation précaire à ce niveau-là, mais on va retrouver un emploi, ou pas, enfin voilà, c'est quelque chose de mouvant, se questionner. Je vais me permettre de conclure. C'est ton rôle, c'est ton rôle. Conclure la table ronde
Et donc, merci encore à nos 3 intervenants pour leur présentation très claire et qui questionne pour des perspectives et aussi qui peut être à la fois critique mais constructive. Donc, je vous remercie pour ça. On va aussi conclure cette journée. Donc, je remercie à nouveau tous les intervenants qui ont pu nous faire profiter de leur réflexion. Vous remerciez vous par votre participation et votre écoute. Je remercie Paul Lou et Anne-Caroline qui n'a pas pu venir mais qui le regrettait énormément. Donc merci à vous. Et puis pour votre information, si je ne me trompe pas, Paul Lou, tu me corriges, les vidéos, l'ensemble de la journée a été filmé. Vous pouvez retrouver les vidéos qui seront disponibles sur la plateforme de l'espace éthique sur la chaîne YouTube dans quelques temps. Et puis, sachez que chaque année, nous faisons une journée dédiée à la santé publique, donc vous serez évidemment tous les bienvenus. Merci encore.